Il a fait rire des millions de personnes avec son esprit acéré et son humour mordant. Mais derrière le rideau, Daniel Prévost portait un secret. Maître de la moquerie à l'écran, il n'a pourtant jamais connu le nom de son père avant l'âge adulte. Il a remporté un César pour un rôle devenu emblématique du cinéma français, pour découvrir que le succès ne change pas toujours une vie. Et tandis que sa carrière prospérait, son cœur s'est brisé un jour dans une chambre d'hôtel à Lille. Voici la véritable histoire, méconnue, de Daniel Prévost. Son éclat, ses fardeaux, et les batailles silencieuses qu'il mène depuis des décennies. Découvrir un père caché et une identité brisée. Daniel Prévost est né le 20 octobre 1939 à Garches, une paisible commune des Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne. Officiellement enregistré sous le nom de Denis Forestier, il a grandi sans père, élevé uniquement par sa mère normande, qui ne disait presque rien sur les origines de son fils. Leur vie, modeste, se déroulait dans une maison où régnait le silence plutôt que les récits. Il n'y avait ni histoires au coucher évoquant une figure paternelle, ni photos encadrées, ni souvenirs murmurés d'un amour passé. Pour le jeune Daniel, cette absence n'était pas seulement un vide, c'était une douleur. Enfant, il se distinguait, ses cheveux noirs et frisés, sa peau mate, ses traits marqués suscitaient des chuchotements et des interrogations, même de sa part. « Pourquoi ai-je cette apparence ?» se demandait-il. Mais aucune réponse ne venait. Sa mère refusait de parler de sa paternité, enfermant cette partie de son identité comme si elle était honteuse ou dangereuse. Ce silence devint le décor émotionnel de son enfance, un vide qui allait façonner sa vision du monde et de lui-même. Le mystère de ses origines persista durant son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'un jour, dans la quarantaine, le voile commence à se lever. Ce n'est pas sa mère qui lui révéla la vérité, mais une tante mourante qui, peut-être rongée par la culpabilité, décida de dévoiler ce que la famille avait enfoui. Ces mots furent simples, mais bouleversèrent tout ce que Prévost croyait savoir sur lui-même. Oui, ton père était un Algérien. Il s'appelait Mohand Ait Salem. Tu portes son sang et son nom. Le nom Ait Salem, un patronyme kabyle originaire du nord de l'Algérie, ne liait pas seulement Daniel à un homme, mais à toute une culture qu'il ignorait lui appartenir. Il était, en effet, d'origine berbère par son père. Cette révélation n'apporta pas de clôture. Elle ouvrit un nouveau chapitre de questionnement. Qui était Mohand? Pourquoi avait-il disparu de sa vie? Avait-il seulement su qu'il avait un fils? Malheureusement, Mohand était mort depuis longtemps, ne laissant derrière lui que des traces. Aucun souvenir, aucune lettre, juste le silence. Mais pour Prévost, ce n'était pas la fin de la quête. C'était le début d'un pèlerinage, à la fois littéral et spirituel. Au début des années 1990, il se rendit à Tagzout, un petit village niché dans les montagnes de la Kabylie, à la recherche de la famille qu'il n'avait jamais connue. Ce fut un voyage chargé d'émotions. Là, il rencontra des proches du côté paternel, oncles, cousins, des gens qui lui ressemblaient, qui l'accueillirent comme l'un des leurs et comblèrent les vides qui avaient défini sa vie. Il marcha dans les rues que son père avait peut-être foulées, entendit la langue qu'on ne lui avait jamais apprise et comprit enfin pourquoi il s'était toujours senti étranger. Ce voyage le transforma. Il lui donna ce qu'il décrivit plus tard comme une sorte de passeport émotionnel. Il accepta enfin ses racines berbères et cessa d'avoir honte de ces différences qui l'avaient marqué dès l'enfance. De retour à Paris, il se mit même à participer à des festivals culturels berbères, revendiquant publiquement un héritage qu'on lui avait longtemps refusé en privé. Ce parcours profondément transformateur était trop important pour rester secret. Ainsi, en 2001, il publia « Le passé sous silence », un mémoire introspectif sur la douleur de grandir dans le vide identitaire paternel et la confrontation silencieuse avec la vérité lorsqu'elle finit par éclore. Le livre fut à la fois une catharsis personnelle et un message aux autres,
Vous n'êtes pas seul dans votre quête des origines. Il versa aussi une partie de son expérience dans un roman semi-autobiographique, Coco Belnat, où il retraça, sur un ton plus lyrique, les épreuves d'un garçon nommé Coco, perdu dans son identité et sa solitude. Dans ce récit, la fiction adoucissait le traumatisme, mais la vérité en filigrane restait brute. Utiliser l'humour pour échapper à une enfance solitaire. Pour Daniel Prévost, l'humour n'a jamais été qu'un métier, c'était un moyen de survie. Bien avant de devenir une figure incontournable de la comédie française, adoré pour son ton pince sans rire et son ironie mordante, il était un garçon aux prises avec l'absence. L'absence d'un père, le silence de sa mère et le poids invisible de ne pas savoir d'où il venait ont façonné une enfance teintée de mélancolie. Pour y faire face, il fit ce que font beaucoup d'enfants solitaires. Il fit rire les autres. Très jeune, Daniel comprit que l'humour offrait une forme de camouflage social. À l'école, il n'était ni le plus fort ni le plus sûr de lui, mais il savait désarmer élèves et professeurs d'un trait d'esprit ou d'un regard malicieux. Il raconta plus tard dans une interview « J'ai senti très tôt que la seule manière d'échapper au carcan étouffant de l'école, c'était de faire rire. C'était ma seule échappatoire. Et heureusement, j'avais l'instinct et le rythme pour y parvenir. » Son premier choc cinématographique se produisit dans une salle obscure parisienne où sa grand-mère l'emmena voir Jeux interdits, le chef-d'œuvre bouleversant de René Clément sorti en 1952 qui raconte l'histoire de deux enfants confrontés à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film, dévastateur et magnifique, fut pour le jeune Daniel une révélation. Là se trouvait la magie du récit. Là se trouvait l'alchimie de devenir quelqu'un d'autre, d'utiliser la performance non seulement pour émouvoir les autres, mais aussi pour s'échapper de soi-même. Il sortit de la salle non seulement émerveillé, mais déterminé. Il voulait jouer, il voulait habiter d'autres peaux. Au début des années 1960, Daniel Prévost s'inscrivit au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Un choix audacieux pour quelqu'un sans réseau ni origine prestigieuse, mais Prévost montra vite qu'il avait plus que de l'ambition. Il avait du mordant. Ses premières apparitions télévisées vinrent grâce à Jean-Christophe Averty, un réalisateur brillant et iconoclaste, connu pour son œuvre surréaliste et provocante. Avec des émissions comme Les raisins verts et douches écossaises, Averty offrit à Prévost un terrain de jeu idéal pour étirer ses instincts comiques. À la même époque, il apparut dans la série télévisée Les Saintes Chéries, où il joua des rôles secondaires espiègles aux côtés de Micheline Pressle et Daniel Gélin. Il se fit également remarquer dans La Caméra invisible, l'équivalent français de Candide Camera, où ses canulars facétieux sur des passants anonymes révélèrent de son timing impeccable et son improvisation sans peur. Ces rôles, légers en apparence, façonnèrent pourtant la persona Prévost. Rusé, ironique, toujours un pas devant la blague. Mais c'est au milieu des années 1970 que Daniel Prévost connut une véritable percée. Il rejoignit pendant 1 an Le Petit Rapporteur, une émission satirique imaginée par Jacques Martin qui révolutionna l'humour politique et sociétal. L'émission fut un électrochoc culturel, débordant d'ironie et de sketchs audacieux qui se moquèrent de tout, des figures politiques au travers de la vie provinciale. Le moment le plus célèbre de Prévost fut son faux reportage sur Montcuq, un village réel du sud-ouest de la France dont le nom évoque un jeu de mots salace. Le reportage, chargé de sous-entendus et d'absurdités, devint viral bien avant l'ère d'Internet. Si bien qu'en 2006, Montcuq lui rendit hommage en inaugurant une « rue du Petit Rapporteur », un rare exemple où la satire redéfinit à jamais l'identité d'un lieu réel. Malgré les rires, la comédie de Prévost portait souvent une noirceur sous-jacente. Ses personnages étaient rarement chaleureux ou naïfs. Ils étaient cyniques, tranchants, froids dans leur précision. Qu'il incarne des bureaucrates, des inspecteurs ou des chroniqueurs narcissiques,
Il excellait à dévoiler l'absurdité et la cruauté du comportement humain. Une comédie de l'inconfort, des masques et des contradictions, peut-être pas si différente de celle qu'il portait lui-même. En coulisses, Prévost était introspectif, voire mélancolique. Il avoua un jour que l'écriture était devenue une seconde échappatoire, car certaines choses étaient trop complexes, trop intimes, pour être exprimées par des blagues. « Le rire m'a sauvé, dit-il, mais il n'a pas tout expliqué. » Le petit garçon sans père vivait encore en lui, l'enfant qui ne comprenait pas pourquoi il était différent ou pourquoi le monde refusait de le lui expliquer. Gagner un César, mais perdre l'élan. En 1998, Daniel Prévost n'était plus un inconnu du public français. Il avait passé près de 40 ans à bâtir une carrière à travers la comédie, le théâtre et la télévision, peaufinant un personnage à l'ironie mordante, au ton acéré et souvent déstabilisant. Mais c'est dans le Dîner de cons de Francis Weber que Prévost atteignit son apogée artistique et obtint enfin la reconnaissance grand public qu'il méritait depuis longtemps. Le rôle de Lucien Cheval, inspecteur des impôts rigide et passif-agressif, semblait écrit sur mesure pour le style sarcastique de Prévost. Grâce à un sens du timing comique chirurgical et un regard capable de transpercer l'arrogance, il devint l'antithèse parfaite du personnage principal, maladroit. Cheval était suffisant, bureaucratique, froidement cruel, et pourtant, Prévost le rendit hilarant et inoubliable. Le Dîner de cons fut un triomphe au box-office, attirant plus de 9 millions de spectateurs en France seulement, en faisant l'une des comédies françaises les plus marquantes de la décennie. Lors de la 24e cérémonie des Césars en février 1999, Daniel Prévost reçut le César du meilleur acteur dans un second rôle. Être là, sur cette scène, recevant l'une des plus hautes distinctions du cinéma français, aurait dû marquer un tournant décisif dans sa carrière. Pour beaucoup, le César est un sceau d'approbation de l'industrie, un signal fort pour les réalisateurs et producteurs. Le lauréat est désormais bankable, incontournable, digne des premiers rôles. Tout le monde autour de lui pensait que c'était son ticket en or, mais la suite fut désenchantante. Dans des interviews données des années plus tard, Prévost parla sans détour de ce qui s'était passé ensuite. « Mes amis me disaient, maintenant que tu as un César, tu vas avoir du boulot pour 1 an au moins. Mais rien n'est venu. Juste un téléfilm, c'est tout. Après ça, plus rien. » Le César, au lieu de propulser une nouvelle ère de succès, resta sagement posé sur une étagère, un symbole de reconnaissance sans réels effets. Ce coup d'arrêt en disait long sur la nature de l'industrie. Malgré tout son talent, Prévost ne correspondait pas au moule du premier rôle classique. Il était brillant, certes, mais atypique. Son visage était trop familier, trop associé à l'ironie, trop singulier pour être facilement recyclé. Et il n'était pas du genre à courir après la lumière ou à se réinventer selon les tendances du marché. Il n'a jamais cherché à être charmant ou dans l'air du temps. Il est resté, en toutes circonstances, résolument Daniel Prévost. Il affronta la situation avec un détachement surprenant. « Un prix, c'est agréable », déclara-t-il un jour à France Info, mais ça ne change pas la vérité fondamentale. Le métier d'acteur, c'est un service. C'est servir un rôle, servir un texte. Il m'arrive de proposer des choses, mais je n'impose jamais. Une déclaration qui résume bien l'éthique d'un homme qui voyait le jeu non comme une affirmation de soi, mais comme un artisanat. La suite ne fut pas un retrait, mais une persistance discrète. Prévost retourna à ses premières amours. La scène, où il excellait depuis longtemps, autant dans le théâtre classique que contemporain, et la littérature, où il s'exprima à travers la satire comme l'autobiographie. Il continua à apparaître dans des rôles secondaires, au cinéma et à la télévision, apportant souvent profondeur et nuance à des productions autrement oubliables. Sa carrière post-César ne brilla pas davantage. Elle suivit simplement son cours, avec constance et intégrité. En fin de compte, son expérience illustre bien l'illusion de la célébrité. Les applaudissements s'estompent.
La caméra passe à autre chose, et les récompenses, aussi prestigieuses soient-elles, n'offrent pas toujours les promesses qu'on y associe. L'héritage de Prévost ne tient pas à ce César, mais à des décennies de travail avant et après lui, une présence durable, une voix singulière dans la comédie française, et un homme fidèle à son art, même quand les projecteurs se détournaient. Un amour trouvé à l'étranger, puis perdu dans la tragédie. L'histoire de Daniel Prévost et Jette Bertelsen est celle d'une dévotion silencieuse, d'un lien entre cultures et d'une perte dévastatrice. Elle commence au début des années 1960 lors d'un festival culturel à Elsinore, Helsinger, au Danemark, une ville historique connue pour son château, celui-là même qui inspira Hamlet. À l'époque, Prévost est un jeune artiste français en devenir, encore loin de la célébrité. Jette est danoise, élégante et posée, une femme à l'intelligence vive et à la force douce. Leur rencontre, comme l'a ensuite laissé entendre Prévost, avait quelque chose du destin. Ils se rapprochent rapidement, malgré les barrières de langue et de culture. Jette apporte calme et stabilité au monde artistique agité de Daniel. Elle ne fait pas partie du milieu du spectacle, et c'est peut-être ce qui fait la différence. Elle l'enracine. Leur amour n'est pas médiatisé ni flamboyant, mais profondément inscrit dans la routine du quotidien. Ils se marient peu après leur rencontre et ont 3 fils. Søren, qui suivra les traces de son père en devenant comédien, Erling et Christophe. Au fil des ans, alors que Prévost navigue entre les hauts et les bas de la télévision, du théâtre et du cinéma, Jette reste son soutien indéfectible. Il la décrit comme sa boussole, celle qui savait le ramener à la réalité quand il allait trop loin artistiquement, qui savait quand offrir du réconfort et quand se tenir simplement à ses côtés. Dans ses interviews, il ne raconte pas leur histoire avec de grandes déclarations, mais ses mots, mesurés, respectueux, intimes, parlent d'un lien fondé sur la confiance, l'humour et la fidélité. Jette voyage souvent avec lui lors des tournages, non pour intervenir ou conseiller, mais simplement pour être présente. Elle l'accompagne sur ses projets majeurs, et même lorsque Daniel tourne en extérieur ou enchaîne les représentations, elle n'est jamais loin. Ils élèvent leurs enfants dans un foyer à la fois ouvert sur l'art et chaleureux dans l'intimité, entre la France et, parfois, le Danemark, pour que les enfants puissent s'imprégner des 2 cultures. Mais le 19 mars 2007, ce partenariat discret et magnifique prend fin brutalement et tragiquement. Daniel est alors en plein tournage du téléfilm Monsieur Joseph, réalisé par Olivier Langlois à Lille, dans le nord de la France. Ironie cruelle, l'intrigue du film tourne autour d'un homme soupçonné du meurtre de sa propre épouse, un rôle que Prévost incarne avec une gravité rare. Ce soir-là, dans leur hôtel, l'Ermitage Gantois, un bâtiment du XVe siècle reconverti en résidence de luxe, Jette est retrouvée morte dans la baignoire de leur suite. Elle avait 62 ans. Selon les rapports, c'est un employé de l'hôtel qui a fait la macabre découverte, inquiet de ne pas recevoir de réponse à la porte. La cause exacte de sa mort soudaine n'a jamais été rendue publique, accentuant le choc incompréhensible de la nouvelle. Pour Daniel, ce n'est pas seulement la perte d'une épouse, c'est la disparition du seul fil conducteur dans une vie marquée par la fragmentation. Un père inconnu, une identité complexe, une carrière faite d'extrêmes. Jette était son encre. Et en un instant, elle n'était plus. En public, il reste digne. Pas de conférence de presse, pas de démonstration théâtrale de chagrin. Mais dans une interview accordée au Figaro en 2018, il laisse entrevoir sa douleur. « Ce n'est pas l'histoire de ma vie, dit-il prudemment, mais la disparition de ma femme a fait l'effet d'une détonation. Le mot n'est pas choisi au hasard, sa mort ne l'a pas simplement blessé. Elle a fait exploser quelque chose de fondamental dans son univers. Affronter le chagrin par les mots et une résilience silencieuse. Dans les années qui ont suivi la mort de Jette, Prévost a commencé à parler plus ouvertement du deuil, toujours avec sa réserve caractéristique. Mais plus encore,
il a écrit. En 2018, il publie « Tu ne sauras jamais combien je t'aime » aux éditions du Cherche-Midi. Ce livre n'est ni un mémoire traditionnel, ni une fiction pure. Il s'agit de quelque chose de plus intime, une élégie littéraire, à la fois hommage et méditation philosophique sur la perte, l'amour et la résilience. À travers ces pages, il s'adresse à sa défunte épouse avec tendresse et chagrin, réfléchissant non seulement à leur vie partagée, mais aussi au sens même du deuil. L'écriture, pour Prévost, a toujours été une passion parallèle. Dès la quarantaine, il ressent un besoin profond d'introspection et de mise en forme de ses pensées intimes. « À 40 ans, j'ai ressenti le besoin d'écrire », confia-t-il un jour, parfois pour rire, parfois pour exorciser des drames. Cet instinct ne l'a jamais quitté. Au fil des ans, il a écrit 18 livres, couvrant divers genres, chroniques humoristiques, romans autobiographiques, réflexions poétiques et explorations sombres de l'identité, du deuil et de la mémoire. De Le passé sous silence, où il revient sur le traumatisme d'avoir appris trop tard l'existence de son père kabyle, à Cocobelnat, qui fictionnalise son enfance marquée par l'aliénation, chaque livre lève un peu plus le voile sur l'homme derrière le masque. Ce qui est remarquable, c'est que malgré la profondeur de sa douleur, Prévost n'a jamais sombré dans le désespoir. Son chagrin n'a pas effacé son art, il l'a affiné. Plutôt que de se retirer, il a continué à travailler, bien que plus sélectivement. En 2022, à 82 ans, il apparaît dans Mon crime, une comédie d'époque réalisée par François Ozon, salué par la critique. Le rôle est modeste, mais le symbole fort. Daniel Prévost est toujours là, toujours capable, toujours curieux du monde, même s'il ne le poursuit plus. Il s'est depuis éloigné des projecteurs, préférant la solitude de l'écriture et la compagnie de sa famille, notamment ses fils, en particulier Sereine Prévost, lui aussi acteur, qui partage l'esprit et la gravité de son père. Et lorsqu'il accorde une rare interview, il est évident que son esprit reste vif, ses observations justes. Le temps n'a pas émoussé sa voix. Il l'a rendue plus discrète, certes, mais aussi plus maîtrisée. Malgré les prix et les reconnaissances, dont un César et des décennies de célébrités télévisuelles, ce qui marque le plus dans l'histoire de Daniel Prévost, ce sont les espaces entre les triomphes, le père qu'il n'a jamais connu, la mère pleine de secrets, la mort soudaine de la femme qu'il aimait, la solitude qu'il a transformée en rire et en littérature. Dans ces silences, il a trouvé non seulement la survie, mais une forme de clarté. Il a un jour déclaré « La vie m'a brisé. Il faut croire au destin et l'affronter ». Cet affrontement a duré toute une vie. Et même aujourd'hui, dans sa mi-quatre-vingtaine, Daniel Prévost reste une figure d'une résilience émotionnelle remarquable. Un homme qui a transformé la douleur intime en art public, non pas dans le bruit, mais avec dignité, profondeur et la force tranquille de la vérité. Saviez-vous que Daniel Prévost avait une vie personnelle aussi touchante avant de regarder cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables.